Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le financement des études au cycle supérieur en recherche. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Mon nom est Justin Gigard, je suis adjoint à la directrice et vice-rectrice associée aux études supérieures et postdoctorales et je suis le gestionnaire du bureau des bourses des ESP également. Je suis accompagné ce matin de Patrick Lehoux-Gagnon. Je vais laisser Patrick se présenter. Patrick Lehaut-Gagnon, je suis le coordonnateur du Bureau des bourses, donc je travaille conjointement là, avec Ghislain Giguère et Louise Demers. Excellent. Louise, est-ce que tu voulais nous dire un mot avant que je commence? Simplement, merci d'être là et puis de vous préoccuper. C'est important du financement étudiant. Sachez qu'on fait équipe avec vous là pour essayer de vous donner les conditions les plus favorables possibles à la poursuite de vos études. Donc, ce matin, financer ses études au cycle supérieur en recherche. Le but de notre présentation aujourd'hui, c'est de parler de financement des études en général. Donc, on va parler de l'importance de planifier le financement de ces études. Je vais vous montrer un peu les sources de financement et au point de vue des bourses, parce que je sais que c'est principalement ça qui vous intéresse. On va parler des principales bourses qui sont disponibles, mais je veux surtout, à la fin de la rencontre aujourd'hui, que vous connaissiez les outils pour aller trouver les bourses qui s'adressent à vous. Donc, le site des ESP, je vais vous montrer les outils qu'on a développés qui sont très le fun pour aller chercher l'information rapidement, le répertoire des bourses et les moyens de communication qui vont permettre de répondre à des questions qu'on reçoit souvent, qui sont souvent les mêmes. Je suis à la maîtrise, je suis au doctorat, quelle bourse s'adresse à moi? Je suis une étudiante internationale, quelle bourse s'adresse à moi? Est-ce que quand on fait une demande de bourse, il faut s'adresser à son département? Est-ce qu'il faut aller en ligne, etc.? Donc, c'est des questions qu'on va couvrir aujourd'hui. Le plan de la présentation, donc l'importance du financement étudiant, les différentes sources de financement. On va parler du concept de financement intégré, des bourses évidemment, parce que c'est ce qu'on fait au bureau des bourses des ESP. On va parler un peu des emplois. Et je vais prendre le temps de vous présenter les services qui sont offerts par le vice-rectorat adjoint aux études supérieures et postdoctorales, c'est-à-dire mon département, le bureau des bourses, la clinique des bourses, qui est un service très important géré par des étudiants, offert par des étudiants. Et on va parler aussi de l'atelier de préparation de demande de bourse qui est offert par les saisons des ESP. Importance du financement étudiant. Vous êtes au cycle supérieur, peut-être que vous venez d'arriver au cycle supérieur, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut étudier au cycle supérieur? Ben, si on est dans un programme de recherche, évidemment, ben, on veut faire de la recherche, on veut se consacrer à ses études, puis on veut avoir du plaisir en le faisant. On veut pas passer notre temps à penser à comment je vais financer et à stresser constamment. On veut pas non plus passer son temps à essayer de régler des situations financières qui sont difficiles, que ce soit comment je vais payer mes frais de scolarité, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, des situations qui sont stressantes, anxiogènes et qui vont venir affecter votre travail et le plaisir que vous allez avoir aux études également. C'est pourquoi vous allez chercher à stabiliser et rendre prévisible votre situation financière pour éviter ce genre de situation-là. Il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont le privilège et la chance que leurs frais de scolarité, leurs frais de subsistance sont déjà pris en charge. Tant mieux. C'est pas un jugement, vraiment tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est vraiment important de se poser la question rapidement. Ça va être quoi ma stratégie de financement dès le début des études? Et si vos frais de subsistance et vos frais de scolarité sont pris en charge par quelqu'un d'autre, par exemple vos parents, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir une section quand même sur les bourses, point de vue excellence, qui va vous intéresser par la suite. Il y a des avantages à rendre votre situation financière prévisible au courant de vos études supérieures. C'est démontrer que votre situation financière est liée à la durée de vos études. Les personnes qui ont de la difficulté à se financer prennent beaucoup plus de temps avant de terminer leur diplôme de maîtrise, demandent des prolongations et c'est la même chose pour le diplôme de doctorat également. Avoir un bon financement, ça augmente significativement vos chances de finir dans les temps. Si vous ne finissez pas dans les temps, ben là, vous embarquez dans un processus administratif qui est un peu plus difficile, mais de façon plus importante, ce qu'il faut savoir, c'est que
c'est un peu ce qu'on appelle en anglais, mais en fait en français, une prophétie autoréalisante, c'est-à-dire que il y a beaucoup de programmes de bourse, surtout à l'interne, des programmes qu'on gère aux ESP, où nous arrêtons de financer dans ces programmes de bourse-là lorsque les étudiants tombent en prolongation parce qu'on finance seulement la durée normale des études. Ce qui veut dire que si vous allongez la durée des études, ça rend la recherche de financement encore plus difficile par la suite. Deuxièmement, une des choses les plus importantes pendant que vous êtes aux études en général et aux études supérieures, votre santé mentale, vous voulez la préserver. C'est vraiment la chose cruciale si vous voulez être capable de vous rendre à la fin. On sait que l'argent, c'est une des sources principales de stress qui s'ajoute à d'autres sources de stress qui sont liées aux études, les travaux, l'horaire de cours, les dates limites, le projet de recherche, les différents jalons. S'il faut, en plus, que vous mettiez beaucoup d'heures sur un travail à l'extérieur et que vous vous déplaciez, puis que ça vous prend 1h20 aller, 1h20 retour, ça va augmenter votre niveau de fatigue, qui va augmenter votre niveau de stress, ça va affecter votre travail académique. Et c'est facile dans ce temps-là de tomber dans une roue anxiogène qui est causée par les difficultés financières et la surcharge de travail. Personnellement, j'ai été étudiant au cycle supérieur, puis je vais vous l'avouer, je suis tombé dans cette roue-là quand j'étais au doctorat et ça a rendu mon parcours nettement plus difficile. Prolongation, je travaillais trop d'heures parce que, encore là, c'est pas un jugement de valeur, là. On est au courant que le coût de la vie est élevé, vous avez un appartement à payer, il faut manger 3 fois par jour. Donc, aujourd'hui, le but, c'est pas de pointer les gens du doigt parce qu'ils ont une situation financière difficile, c'est juste de dire il faut prendre le temps de se poser la question et d'essayer de voir s'il y a des options qui peuvent nous sauver d'être obligés de mettre les heures ailleurs que d'avoir du financement qui est garanti. Donc, tout ça, ça mène à une santé mentale qui est peut-être plus fragile, puis on veut éviter ça parce qu'on veut que vous protéger votre santé mentale parce que c'est le point qui est le plus important. Maintenant, je vous disais, ben, peut-être que votre situation financière est déjà couverte. Même si c'est le cas, les bourses, c'est quand même important lorsqu'on est rendu au cycle supérieur pour d'autres raisons. Il y a l'aspect financier, oui, mais obtenir des bourses d'excellence, c'est aussi très bon pour votre CV et ça aide à bâtir votre dossier. D'où l'aspect, comme vous voyez à l'écran, l'avantage du développement académique et professionnel. Dans certains domaines, lorsque vous avez ça au CV, ça va améliorer vos chances de placement après le diplôme. Et aussi, c'est important lorsqu'on commence à vouloir faire des demandes de bourses d'excellence, c'est important de commencer tôt, même si c'est des bourses de plus petite valeur, parce que dans le domaine des bourses, une chose qui est connue, c'est que les bourses attirent les bourses. Si vous avez un CV qui n'a pas de bourse dans le CV, de prix et de bourse, vous allez pouvoir convaincre certains comités de sélection de commencer à vous donner votre première bourse, mais plus vous accumulez les bourses, plus ça devient facile de convaincre les comités de sélection de vous donner des bourses de plus grande valeur, de plus grand prestige. Et là, ça rend votre dossier justement plus prestigieux. Et ben, si vous avez une bourse de maîtrise d'un grand organisme subventionnaire, ça ne garantit pas que vous allez avoir une bourse de doctorat, mais ça améliore considérablement les chances. C'est la même chose si vous allez faire un stage postdoctoral par la suite. D'où l'importance de participer tôt à un maximum de concours, mais on reviendra aux programmes de bourse qui sont disponibles et qui sont gérés par les ESP. Parlons maintenant des sources de financement en général et du concept de financement intégré. Le financement intégré, c'est un concept qui est implanté dans les universités nord-américaines, aux États-Unis et dans le reste du Canada depuis déjà longtemps, mais c'est peu implanté au Québec, principalement à cause de la valeur des subventions qui est moindre au Canada, les frais de scolarité qui sont un peu plus bas. C'est, en gros, la définition, c'est que c'est un effort intégré pour garantir un revenu minimal annuel à une personne étudiante durant la durée normale de ses études, c'est-à-dire sans prolongation. Quand on parle d'effort intégré, ce que ça veut dire, c'est que le revenu va provenir de sources diverses. Comme vous voyez à l'écran, ça peut être des bourses qui vont venir de fonds de recherche, des bourses externes, ça peut être des grands organismes subventionnaires, entre autres, la philanthropie.
certains fonds de l'université, dont les nôtres aux ESP, et des revenus d'emploi à l'université. C'est une collaboration entre plusieurs personnes, plusieurs entités à l'intérieur de l'université. Entre autres, votre direction de recherche, directeur, directrice de recherche, qui pourrait vous fournir une bourse provenant de ces subventions, ces fonds de recherche, ou encore vous garantir un contrat d'auxiliaire de recherche. Ça, c'est la partie qui est peut-être un peu inconfortable pour les étudiants qui viennent tout juste d'arriver, de prendre le temps de s'asseoir avec le directeur, la directrice de recherche et de parler d'argent. On arrive, on a le goût d'étudier, puis là, on est un peu timide, puis on se dit, ouais, mais là, est-ce que je vais froisser la personne qui me dirige en lui parlant d'argent? Il faut le faire. C'est une composante cruciale, le budget. Si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas le financement suffisant pour payer ce que vous avez à payer, payer vos factures, vous ne pourrez pas rendre vos travaux, vous ne pourrez pas avancer votre recherche parce que vous allez être préoccupé ou vous allez être à l'extérieur du laboratoire. Donc, c'est une conversation qui est importante à avoir. Moi, je vous recommanderais de le faire quand vous allez faire votre plan global d'études, de vous asseoir avec votre direction de recherche, puis d'essayer de voir s'il y a des sources de financement qui sont possibles pour vous aider. La deuxième source, c'est votre unité académique, soit votre département ou, dans le cas des facultés non départementalisées, ce serait la faculté. La faculté peut arriver en appui en vous fournissant une bourse qui vient de fonds du département. Il y a des départements qui ont des fonds spécifiques pour aider les étudiants dans le cadre du financement intégré, qui peuvent ajouter des bourses qui viennent de fonds philanthropiques, de fonds facultaires ou encore qui viennent de l'enveloppe de financement que nous, aux ESP, on fournit au département. À tous les ans, on offre un certain montant à tous les départements pour les encourager à donner des bourses à leurs étudiants pour justement les aider et à boucler des offres de financement intégrées. Aussi, l'unité académique pourrait, dans une offre de financement intégré, vous garantir des contrats d'auxiliaire d'enseignement, donc d'assistant de cours, ou encore d'auxiliaire de recherche ou d'assistant technique. Le financement intégré, ça fait seulement quelques années à l'Université de Montréal que c'est une idée qui commence à se développer. C'est pas encore établi de façon solide dans l'ensemble des départements et facultés de l'UDM, mais je vous dirais que c'est une idée qui progresse très rapidement. Il y a des projets pilotes, mais il y a des endroits où c'est vraiment établi et que les départements doivent le faire. Habituellement, lorsqu'un département ou une faculté a un principe de financement intégré qui est établi, la garantie de financement intégré va vous être communiquée lors de l'offre d'admission. Si ça n'a pas été fait, je vous invite à vous renseigner sur la politique de financement intégré de votre département auprès du responsable ou de la responsable de votre programme d'études. Au niveau des emplois, si vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de revenus qui viennent de sources où vous n'avez pas à travailler en échange pour le revenu, donc on parle de bourse, ben, il va falloir vous trouver un emploi, évidemment. C'est préférable de limiter le nombre d'heures de travail à l'extérieur pour maximiser le temps que vous pouvez mettre sur vos travaux et vos études. Mais bon, il faut être réaliste, hein. Il faut manger 3 fois par jour, il faut se loger. La recommandation, c'est entre 15 à 17 heures semaine, si possible. Moi, je vous dirais, essayez de prioriser les offres d'emploi qui vont avoir deux utilités en même temps, c'est-à-dire qui vont payer le loyer, mais qui vont aussi avoir une valeur sur le CV. Ces offres d'emploi-là, habituellement, sont à l'université. Donc, des emplois d'auxiliaire d'enseignement, d'auxiliaire de recherche dans des laboratoires de votre département, pas nécessairement dans votre propre laboratoire, ou encore des offres d'assistants techniques. C'est souvent des emplois qui vont être pertinents dans votre CV et qui vont être pertinents quand vous allez faire des demandes de bourse également et qui vont bonifier votre CV, plus que des emplois à l'extérieur. Là, je donne un exemple, mais commis chez Renault Dépôt, c'est pas un emploi qui est mauvais à la base, là, mais c'est pas un emploi qui va être pertinent dans votre CV quand vous voulez bonifier votre dossier professionnel. Donc, si vous pouvez faire d'une pierre deux coups, obtenir le salaire et en même temps augmenter vos chances d'obtenir une bourse pour ne plus avoir à travailler par la suite, ben c'est encore mieux.
Si vous êtes capable d'obtenir des emplois d'auxiliaire de recherche dans d'autres laboratoires de recherche de votre département, ce qui est intéressant, c'est que ça peut mener aussi à des collaborations avec d'autres chercheurs qui peuvent être fructueuses et déboucher sur, par exemple, des présentations, des publications, ce qui va aussi bonifier votre dossier de recherche et augmenter vos chances d'être financé par la suite. Pour obtenir les emplois d'auxiliaire d'enseignement, généralement, les offres d'emploi sont affichées quelques semaines avant le début de chaque trimestre sur les sites des différents départements. Je vous dirais, là, on est à la fin août, donc ça serait le temps de vérifier. Pour les emplois d'auxiliaire de recherche, souvent les offres sont affichées sur les sites des départements, mais la vérité, entre vous et moi, c'est que ça arrive fréquemment que les offres sont affichées parce que tous les contrats au-dessus de 45 heures, par convention, doivent être affichés sur le site départemental, mais la plupart du temps, le professeur ou la professeure qui affiche et qui est obligé d'afficher a déjà quelqu'un en tête pour l'emploi. Ce qui fait que pour obtenir un contrat d'auxiliaire de recherche, la meilleure manière, c'est vraiment de contacter les professeurs avec qui vous auriez envie de travailler pour voir s'il y aurait une possibilité de travailler dans leur laboratoire et de façon rémunérée. La même chose pour les contrats d'assistant technique. Sinon, ben, si vous voulez savoir ce qui est disponible comme emploi à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université, vous pouvez passer par le site des services à la vie étudiante avec le service d'alerte emploi. Sur le site des SVI, vous pouvez utiliser le code QR qui est à l'écran pour aller sur le site web. Il y a un service d'affichage d'offres d'emploi et d'alerte par courriel selon les critères que vous allez avoir cochés. Et à ce moment-là, ben, ça va vous aider à trouver les emplois qui sont pertinents là, pour votre situation et le type d'études que vous avez et vos compétences et habilités. Si on pense maintenant aux bourses principales qui sont disponibles pour les étudiants et étudiantes de cycle supérieur, les bourses dont on entend le plus parler, ce sont les bourses des grands organismes subventionnaires, fédéraux et provinciaux. Et la raison, c'est que c'est les bourses avec les plus gros montants. Au fédéral, il y a trois organismes, c'est-à-dire le Conseil de recherche en sciences humaines, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie et les instituts de recherche en santé du Canada qui couvrent les domaines qui sont indiqués à l'écran. Ces bourses-là, à la maîtrise, c'est des bourses d'un an qui sont maintenant, depuis cette année, d'une valeur de 27 000 et les bourses de doctorat sont de 40 000 par année pour une durée de 3 ans. Et un peu plus tard, si vous allez faire un stage postdoctoral, la valeur des bourses est de 70 000 pour un maximum de 2 ans. Au niveau fédéral, les bourses sont seulement ouvertes pour les personnes étudiantes, citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou avec le statut de réfugié. Et pour le moment, ce n'est pas ouvert pour les personnes sur permis d'études internationales. Au niveau provincial, ce sont les bourses des fonds de recherche du Québec, soit Société, Culture, Nature et Technologie ou Santé, qui couvrent l'ensemble des domaines de recherche, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces bourses-là sont offertes pour tout le monde, c'est-à-dire personnes citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou encore sur permis d'études internationales à certaines conditions. La valeur est un peu moindre. En gros, le gouvernement fédéral a annoncé une majoration majeure de la valeur des bourses cette année, mais on n'a pas encore reçu la réponse à cette majoration-là de la part des organismes provinciaux. Donc, présentement, les bourses de maîtrise sont à 20 000 par année pour un maximum de 2 ans et le doctorat, 25 000 pour un maximum de 4 ans. Et vous pouvez vérifier sur le répertoire des bourses. Je vais vous montrer où le trouver dans un instant. Et la date limite est au début octobre. Donc ça, c'est pour les organismes subventionnaires. Il y a les bourses qui sont sur nos budgets aux études supérieures et postdoctorales qui sont gérées par les ESP. Je vous dirais qu'il y a 4 types de bourses principaux que l'on gère aux ESP. Il y a les bourses que j'appelle les bourses d'accélération des études, c'est-à-dire les bourses que l'on verse pour vous encourager à terminer vos études plus vite. La bourse d'accès direct du baccalauréat au doctorat, c'est une bourse qui est offerte aux personnes étudiantes à qui on offre de passer à la fin du baccalauréat directement dans un programme de doctorat en recherche sans compléter un programme de maîtrise en recherche. C'est une bourse très intéressante de 10 000 par année qui est renouvelable 2 fois.
Il y a aussi la bourse de passage accéléré de la maîtrise au doctorat qui permet, après une année de maîtrise, sous certaines conditions, de ne pas terminer la maîtrise et de passer au doctorat directement, 7 000 par année, et c'est renouvelable une fois. Ne prenez pas ça en note. Tous ces renseignements-là sont disponibles sur le web. Ça, c'est au début du programme. À la fin du programme, ben, on offre des bourses pour aider les gens à terminer. Il y a les bourses de fin d'études doctorales et fin d'études de maîtrise qui sont versées à titre de soutien pour aider les gens durant la période de rédaction pour terminer leur diplôme. Il y a les bourses de reconnaissance de l'excellence. On a notre gros programme philanthropique qui est le programme de bourse d'excellence. Il y a les bourses Hydro-Québec également. Quand on parle d'excellence dans ce cas-là, c'est de l'excellence inclusive, c'est-à-dire que c'est pas seulement basé sur les notes, mais aussi sur d'autres critères qui sont non académiques. Donc, c'est quand même assez ouvert et on encourage tout le monde à poser leur candidature. On a aussi des bourses en intelligence artificielle et on est aussi mandataire là, pour des bourses de plusieurs fondations privées. Et il y a aussi quelques bourses de soutien financier, dont les bourses de congé parental qui visent à soutenir les nouveaux parents pendant une durée d'un trimestre lors d'une interruption d'études. Pour ce qui est des étudiants et étudiantes sur permis d'études international, plusieurs points que je veux couvrir. Le premier point, les ententes spéciales pour frais de scolarité. Si vous êtes un étudiant, une étudiante qui vient de France ou de Belgique francophone, ce que vous devez savoir, c'est qu'à la maîtrise et au doctorat, vous payez les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Il n'y a pas de droits de scolarité supplémentaires à payer. C'est l'entente qui a été établie entre la France, la Belgique et le gouvernement du Québec. Il existe également des ententes du même genre entre le ministère de l'Éducation du Québec et d'autres pays, mais ces ententes-là ne sont pas automatiques et le nombre de personnes qui peuvent en profiter est limité. Pour connaître la liste des pays qui sont couverts par ces ententes de réciprocité-là, je vous invite à vérifier sur le site du Bureau du registraire de l'Université de Montréal, dans la section des bourses d'exemption. Vous allez avoir les liens pertinents pour aller vérifier si votre pays de provenance fait partie de la liste de ces ententes-là. Je vous recommande fortement d'aller chercher l'information parce que c'est des ententes qui pourraient vous valoir beaucoup, beaucoup de milliers de dollars annuellement en économie de droits de scolarité. Pour les personnes provenant d'autres pays que la France et la Belgique francophones, il y a les bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires UDM. Si vous avez été admis à la maîtrise ou au doctorat, ça vous a automatiquement été offert. Si vous êtes dans un programme de doctorat, l'exemption des droits de scolarité supplémentaires qui est d'environ au doctorat de 8 000 par trimestre, c'est 100% des droits de scolarité supplémentaire, donc vous êtes complètement exempté de ces droits-là. À la maîtrise, l'exemption est partielle, donc dans les programmes de recherche avec mémoire, c'est environ 55 à 60% des droits de scolarité supplémentaires qui sont couverts, et dans les autres programmes, stage, travail dirigé, maîtrise de cours, c'est plus comme 40 ou 45%. Un programme intéressant pour les étudiants internationaux qui est géré par les fonds de recherche du Québec. C'est ce qu'on appelle le programme de bourse d'excellence pour étudiants étrangers ou le PB3A. Ça s'adresse aux personnes étudiantes sur permis d'études internationales qui sont soit à la maîtrise, au doctorat ou en stage postdoctoral. La particularité de ce concours-là, c'est qu'il faut vraiment se prendre d'avance pour poser la candidature parce que les concours sont tenus 1 an et demi d'avance. On vient de terminer la période de candidature pour le concours 2025-2026, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé à poser votre candidature, par exemple, pour le concours doctoral, le prochain concours va être au printemps 2025 et ça va vous être communiqué par courriel comme le reste de nos concours. Il y a des volets généraux comme vous voyez à l'écran, 20 000 par année à la maîtrise, 25 000 par année au doctorat, mais il y a aussi des ententes spécifiques pour les étudiants provenant du Brésil, de l'Inde, de la Wallonie ou d'Israël. Pour terminer la section sur les bourses, j'aimerais vraiment souligner qu'on a des bourses qui s'adressent aux membres des premiers peuples. Il y a quelques programmes, mais il y a surtout beaucoup de bourses parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de demandes de bourses de ce côté-là. Je vais vous les présenter. On a les bourses d'accueil Place aux premiers peuples qui s'adressent aux membres des premiers peuples qui étudient à l'Université de Montréal à la maîtrise ou au doctorat, soit à temps plein ou à demi-temps.
pour une valeur de 5 000 à la maîtrise et 10 000 au doctorat. Même chose pour les bourses Dialogue Premier Peuple. Donc, à temps plein ou en rédaction, la valeur est la même que pour les bourses d'accueil. Et plus tard, il y a aussi les bourses de recherche postdoctorale Place au Premier Peuple pour les stagiaires postdoctoraux, qui sont d'une valeur de 45 000 pour un maximum de 2 ans. N'hésitez pas, si vous êtes membre des Premiers Peuples, à poser votre candidature. Comme je vous dis, présentement, ce ne sont pas des programmes où on reçoit beaucoup de candidatures. Donc, lorsque vous déposez une candidature et qu'elle est jugée admissible, vos chances d'obtenir ces bourses-là sont quand même relativement élevées. Je vais maintenant vous présenter les différents services qui sont offerts par les ESP, notamment le service que je dirige, le Bureau des bourses des ESP, dont le rôle, ben, c'est de gérer les bourses au cycle supérieur, donc le financement des étudiants gradués. Nous, on gère les concours de bourses et les enveloppes de financement. Ce qu'on fait, c'est qu'on sert à informer les personnes candidates, à soutenir les personnes candidates également par les opérations de gestion des concours et les opérations financières de paiement. Et c'est nous qui attribuons des budgets aux unités par le biais des enveloppes de financement dont je parlais tout à l'heure, quand je dis qu'on accorde des montants au département pour qu'ils puissent décider d'accorder des bourses à leurs étudiants. C'est de ça qu'on parlait. On gère 38 concours de bourse par année et on reçoit, je vous dirais, probablement plus près de entre 4 500 et 5 000 candidatures par année qui sont traitées par les trois techniciens en administration au Bureau des bourses pour un total d'environ 15 millions de dollars en bourse annuelle. Lorsque vous avez des questions à propos des bourses au cycle supérieur, et là, vraiment faire attention, c'est vraiment les types de bourses que je viens de présenter et non l'aide financière aux études du gouvernement du Québec ou encore l'aide d'urgence. Ça, c'est vraiment les ressources socio-économiques des SVI qui s'en occupent, mais tous les types de bourses que j'ai déjà mentionnés, lorsque vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter par courriel à notre adresse centrale qui est le ESP-bourse à commercial esp.umontréal.ca. Donc ça, c'est une première source d'information sur les bourses. Une autre source importante d'information sur les bourses, où vous allez trouver les bourses que je vous ai présentées, qui sont très bien détaillées, mais aussi des centaines d'autres bourses disponibles, certaines qui sont associées au service à la vie étudiante. C'est le répertoire des bourses qui est situé au bourse.umontréal.ca. Et si vous voulez prendre quelques instants, vous pouvez aller chercher le code QR qui va vous amener à la page directement. Lorsque vous cherchez une bourse en particulier, vous avez juste besoin de prendre la boîte de recherche, de rentrer des mots-clés et ça va vous les sortir. Généralement, les bourses dont les concours sont en vigueur et qui sont les concours principaux apparaissent sur la page d'accueil du répertoire des bourses. Donc, vous avez juste besoin de cliquer. Sinon, ben, vous pouvez cocher des caractéristiques qui sont propres à vous. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui vient d'être admise? Est-ce que vous êtes à la maîtrise? Est-ce que vous avez des caractéristiques personnelles spécifiques? Vous pouvez déterminer ici et ensuite, vous allez avoir la liste des bourses qui s'adressent à vous grâce au répertoire. Donc, ça, c'est le premier outil que vous pouvez utiliser. Un nouvel outil qui est disponible depuis quelques jours seulement, qu'on vous propose aux ESP, c'est la liste des bourses disponibles au cycle supérieur. Le répertoire des bourses, très pratique parce qu'il y a beaucoup de bourses dessus, mais souvent les questions, c'est quelles sont les principales bourses qui sont disponibles au cycle supérieur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un genre de répertoire peut-être plus restreint pour les bourses que nous, on gère aux ESP. On les a mis toutes sur le même site et on peut les classer de différentes façons pour que ça soit plus facile à retrouver. Vous allez trouver cette page-là sur le site des ESP au esp.montréal.ca et la liste des bourses peut être classée selon des critères variés, soit le type d'organisme, c'est-à-dire les bourses qui sont gérées par les ESP, les grands organismes subventionnaires et les bourses de fondation. Vous pouvez classer aussi par niveau d'études. Donc, si vous voulez voir toutes les bourses qui sont offertes à la maîtrise, elles sont toutes à la même place, au doctorat ou au postdoc. Et comme vous pouvez voir, on a mis des marqueurs de couleur en fonction du niveau, donc maîtrise, doctorat, mais aussi on a identifié clairement les bourses pour lesquelles les étudiants internationaux étaient admissibles
Donc, c'est très facile de retrouver les programmes pour lesquels ces étudiants-là sont admissibles dans ce répertoire restreint-là des bourses disponibles au cycle supérieur. Et pour chacun des blocs ici, vous avez toujours le nom de la bourse, un descriptif très succinct de la clientèle visée. Donc, ici, personne étudiante inscrite à temps plein dans un programme de recherche à la maîtrise ou au doctorat. Et on sait que c'est maîtrise, doctorat et international. Donc, vous pouvez rapidement déterminer si vous êtes admissible et ça s'adresse à vous. Le montant de la bourse, ça indique si vous transigez directement avec les ESP pour faire votre demande ou si vous devez passer par votre département ou s'il y a une présélection dans votre département. Et si vous cliquez ici sur la fiche d'information, ça va vous amener à la fiche du répertoire des bourses complète avec l'information dessus, la plus à jour, et vous allez avoir toute l'information. Donc ça, c'est vraiment l'outil dont on est le plus fier, qui est le plus récent. On vous invite vraiment à vous en servir. Aussi, les informations, généralement, nous, on les transmet lors des lancements de concours, les rappels, les séances d'information. Nous, on passe par les départements, par les unités académiques pour vous informer. Tous les lancements de concours, les rappels, les annonces de rencontres d'information vont vous parvenir par courriel. Donc, c'est très important de vérifier vos courriels régulièrement à ce sujet-là. Nous, on envoie un courriel aux responsables de bourses départementaux qui envoient les courriels aux listes de distribution de leurs départements respectifs. C'est présentement le canal de communication principal que l'on a, c'est le courriel. Dans chacun des départements, dans chacune des unités académiques, il y a une personne qui est responsable des bourses. Ça peut être un professeur, une professeure, une TGDE, etc. Si vous voulez savoir qui est responsable des bourses dans votre unité académique, vous pouvez vous référer, donc pointer le code QR ici. Ça va vous mener à une liste qui liste chacun des départements et l'adresse courriel à laquelle vous devez écrire lorsque vous voulez rejoindre votre département au sujet spécifique des bourses pour qu'il y ait quelqu'un qui vous réponde. Et moi, je vous invite, lorsque vous avez des questions sur les bourses, à toujours contacter la personne responsable dans votre département parce que souvent, vous allez avoir des questions qui sont spécifiques à vos programmes, votre situation, et les experts sont vraiment dans les unités. Si vous n'obtenez pas la réponse à votre question, évidemment, je vous invite toujours à vous retourner vers nous à l'adresse esp-bourse à commercial.esp.umontréal.ca. Un service important qui est offert par les ESP, c'est la clinique des bourses des ESP. Comme je vous le disais, c'est un service qui est offert par les étudiants pour les étudiants. Qu'est-ce que c'est? C'est un soutien étudiant gratuit pour vous aider en fait à préparer vos demandes de bourse au cycle supérieur. Les gens s'en servent généralement pour les demandes des grands organismes subventionnaires. Les personnes qui travaillent à la clinique, ce sont des boursiers et des boursières des grands organismes subventionnaires, donc des gens qui ont obtenu des bourses de grande valeur des organismes fédéraux et provinciaux. Il y a deux types de services. Vous pouvez soit demander une consultation de 2 heures avec une personne de la clinique qui est boursière pour poser des questions sur le concours de bourse ou avoir des conseils, par exemple, sur comment monter votre projet de recherche, etc., comment présenter votre CV. Donc, ça, c'est le premier service. Le deuxième, c'est le service de révision qui est, si vous êtes prêt minimalement 10 jours avant la date de tombée pour la remise de la demande de bourse, vous pouvez demander qu'il y ait un boursier ou une boursière qui révise votre demande complète. C'est 5 heures de travail et c'est gratuit pour vous. Et à ce moment-là, ben, ça va améliorer considérablement la qualité de votre dossier et améliorer vos chances d'obtenir une bourse. Pour obtenir le service de la clinique des bourses, vous allez sur le site des ESP dans la section bourses et financement. Encore une fois, vous pouvez utiliser le code QR ici. Il y a une section clinique des bourses et vous devez remplir une requête, donc le formulaire de requête, soit pour une consultation si vous avez des questions ou pour une révision si vous décidez de faire réviser vos documents. Dernier service, les saisons des ESP, qui est en fait une entité à l'intérieur des ESP qui s'occupe du développement professionnel et qui offre beaucoup d'ateliers variés. Je vous invite à aller visiter leur site web pour aller voir toute la gamme d'ateliers qui sont offerts. Il y a un atelier qui est offert qui est spécifique à la préparation de demandes de bourse. Pour participer à cet atelier-là,
vous devez être inscrit ou inscrite à un programme de maîtrise ou de doctorat. Si c'est déjà le cas, pour vous inscrire, vous devez aller voir le ou la TGDE de votre département qui doit vous inscrire au cours PLU 6153, qui est un cours d'un crédit non contributoire ni à la moyenne ou au crédit de votre programme, et c'est gratuit pour vous. C'est un cours qui est offert à distance, qui est offert à tous les trimestres. C'est 2 fois 3 heures de théorie et une retraite virtuelle de rédaction de 6 heures ou 2 fois 3 heures. Comme je vous disais, c'est sans frais si vous êtes inscrit ou inscrite. Vous allez trouver les renseignements au saisonesp.montréal.ca dans la section activités et ateliers siglés. Généralement, tant qu'il y a de la demande, nous, on offre cet atelier-là. Et c'est vraiment parfait comme atelier, là. C'est vraiment détaillé et ça va vraiment améliorer vos demandes de bourse par la suite. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le financement étudiant. J'espère que ça vous donne un bon point de départ pour aller chercher les informations dont vous avez besoin. Tout au courant de l'année, nous, lorsqu'il y a des gros programmes de bourse, on va vous offrir des séances d'information plus ciblées, par exemple sur les programmes fédéraux. Donc, restez à l'affût. Je vous invite également à nous suivre. Les ESP ont plusieurs comptes de réseaux sociaux. Donc, vous allez nous trouver sur Instagram, sur YouTube, mais également sur Facebook et sur LinkedIn. Pour une dernière fois, je vous rappelle que pour nous joindre au bureau des bourses, l'adresse centrale, c'est le esp-bourse à commercial.esp.umontréal.ca. Je vous remercie d'avoir été avec nous en grand nombre aujourd'hui. Je vous souhaite un bon trimestre et je vous dis à bientôt.